Je suis rentré à la maison et j'ai vu ma femme en larmes. Ma fille ne savait pas pourquoi. Mais quand j'ai vérifié les caméras, je n'oublierai jamais le son de ses pleurs, car ce n'était pas un cri normal. C'était un gémissement brisé, étouffé, comme si quelqu'un essayait de ne pas hurler alors que son âme se déchirait en deux. Je venais d'arriver du travail quand j'ai ouvert la porte de ma maison et que je l'ai entendue. Ma femme, Émilie, était assise au bord du canapé, se serrant dans ses bras, le visage pâle comme un linge et les yeux complètement perdus. Quand elle m'a vu, elle a essayé de se lever, mais ses jambes ne lui obéissaient plus. Elle a seulement réussi à me regarder et à remuer les lèvres sans qu'aucun son ne sorte. À cet instant, j'ai su que quelque chose de terrible était arrivé. J'ai couru vers elle, j'ai laissé tomber ma mallette et je me suis agenouillé devant son corps tremblant. Nous avions partagé 38 ans de mariage, les maladies, les dettes, les enfants, les funérailles, les rires et les pertes. Mais je ne l'avais jamais vue comme ça. Ses mains étaient froides et rigides. Et chaque fois qu'elle essayait de parler, sa gorge ne produisait qu'un son faible, comme un soupir brisé. Je lui ai demandé 1, 2, 3 fois ce qui s'était passé, mais elle ne pouvait pas me répondre. Elle pleurait sans larmes au début, comme si la douleur était trop grande pour même sortir par ses yeux. Puis ma fille, Sarah, est apparue depuis le couloir. Elle marchait vite, nerveuse, son téléphone portable à la main. Sa respiration était saccadée et ses cheveux étaient en désordre. Elle m'a regardé et a dit précipitamment, « Papa, quand je suis arrivé, elle était déjà comme ça. » Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelque chose dans sa voix sonnait appris, répété, presque mécanique. Elle a expliqué qu'elle était venue rendre visite à sa mère, qu'elle l'avait trouvée en larmes dans la cuisine, qu'elle ne comprenait rien. Mais pendant qu'elle parlait, elle évitait de me regarder dans les yeux. Ce détail, si petit, a été le premier qui m'a fait sentir que quelque chose ne collait pas. Mais avant de continuer, j'aimerais savoir si vous êtes abonné à la chaîne William's Revenge Stories et si vous avez aimé la vidéo. Cela m'aide à voir que vous me soutenez et que vous appréciez mes histoires. Maintenant, continuons. J'ai aidé ma femme à s'allonger sur le canapé. Je lui ai apporté de l'eau, j'ai pris son pouls et j'ai arrangé une couverture sur ses épaules. Elle a essayé de dire mon nom plusieurs fois, mais chaque tentative se terminait par un sanglot sans voix. Ma fille, Sarah, allait d'un côté à l'autre, excessivement attentive, trop parfaite. Elle a préparé du thé, a ramassé des choses que personne ne lui avait demandé et parlait sans cesse de sujets sans importance. Je l'observais en silence. Quelque chose en moi, une vieille intuition que je pensais avoir perdue avec les années, commençait à se réveiller lentement. Plusieurs minutes se sont écoulées avant que ma femme ne parvienne à prononcer quelques mots. Sa voix n'était qu'un filet, mais suffisant pour me briser le cœur quand je l'ai entendu murmurer « J'ai peur ». Seulement ça. Elle n'a pas dit pourquoi. Elle n'a pas dit de qui, seulement la peur. J'ai pris son visage entre mes mains et l'ai forcé à me regarder. Elle avait une ecchymose à peine visible sur le poignet gauche, maladroitement cachée sous la manche de son pull. Ma fille s'est immédiatement avancée et a dit « Elle a sûrement dû se cogner sans s'en rendre compte. »« Papa, ces derniers temps, elle trébuche beaucoup. » Cette excuse m'a frappé comme une gifle en plein visage. « L'as-tu touché ?» lui ai-je demandé sans élever la voix. Ma fille s'est figée juste une seconde, mais cela a suffi pour que je le remarque. Puis elle s'est reprise, offensée. « Comment peux-tu dire ça, papa ?» a-t-elle répondu, portant la main à sa poitrine. « Je ne ferai jamais de mal à ma mère. » Ma femme, depuis le canapé, s'est mise à pleurer plus fort. Je l'ai serrée d'un bras et de l'autre, j'ai continué à regarder ma fille sans rien dire. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas accusé. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose commençait à se briser lentement, comme une fissure qui s'ouvre sans bruit. J'ai emmené Émilie dans notre chambre pour qu'elle puisse se reposer. Je lui ai donné le médicament pour les nerfs que son médecin lui avait prescrit il y a des mois. Pendant qu'elle s'endormait, toujours tremblante, je suis retourné dans le salon. Sarah était toujours là, assise, regardant son téléphone avec une tranquillité apparente. Je lui ai demandé de partir. Elle a dit qu'elle préférait rester au cas où quelque chose arriverait. Son insistance me mettait plus mal à l'aise que je ne pouvais l'expliquer. J'ai attendu qu'elle aille un instant aux toilettes. Puis, sans perdre de temps, je me suis dirigé directement vers la petite pièce où se trouve le système de caméra de sécurité, que j'ai installé il y a des années après quelques cambriolages dans le quartier.
Je n'aurais jamais pensé que je reverrais ces enregistrements à la recherche de quelqu'un de mon propre sang. Mes mains tremblaient quand j'ai allumé le moniteur. J'ai examiné l'enregistrement du matin, puis celui de midi. Tout semblait normal jusqu'à ce que j'arrive à une plage exacte de 38 minutes où il n'y avait absolument rien. L'image était figée. L'horloge continuait d'avancer, mais il n'y avait aucun mouvement. Pas d'enregistrement, rien. Cela n'était jamais arrivé auparavant. J'ai avancé de quelques minutes, et l'image est revenue soudainement. La première chose que j'ai vue était ma femme sur le sol de la cuisine, recroquevillée, se tenant le bras. Puis j'ai vu ma fille marcher rapidement vers la porte, arrangeant ses cheveux, respirant fort. La scène n'a duré que quelques secondes. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. J'ai rembobiné la vidéo plusieurs fois, mais la section manquante n'apparaissait pas. Elle avait été supprimée intentionnellement. Je n'en doutais pas. J'ai éteint le moniteur et me suis appuyé contre le mur. Ma poitrine me faisait mal, pas à cause d'une crise cardiaque, mais de quelque chose de pire, la trahison. Je suis retourné lentement dans le salon. Ma fille était sortie des toilettes et m'a demandé si tout allait bien. Je l'ai regardée longuement avant de répondre. La fille que j'avais protégée, élevée et défendue contre le monde entier, se tenait maintenant devant moi comme une parfaite inconnue. Tout va bien, lui ai-je dit. Tu peux aller te reposer tranquillement. Elle m'a observé avec méfiance, comme si elle essayait de deviner tout ce que je savais déjà. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assis près du lit de ma femme, écoutant sa respiration irrégulière, regardant les ombres se déplacer sur les murs. Chaque fois qu'elle gémissait dans ses rêves, je sentais un nœud dans ma gorge. Jamais en 62 ans je n'avais ressenti une rage si silencieuse, si profonde, si dangereuse. À 3 heures du matin, ma femme a ouvert les yeux. Elle m'a fixé. Cette fois, elle a réussi à parler, très lentement, comme si chaque mot lui coûtait un morceau de vie. Ne lui fais pas confiance, a-t-elle murmuré. J'ai approché mon visage du sien. Raconte-moi ce qui s'est passé, lui ai-je demandé. Ses lèvres tremblaient. Elle m'a forcé, a-t-elle dit. Elle m'a poussé. Elle m'a crié dessus. Je ne voulais pas signer. Signer? Ce mot a déclenché une alarme brutale dans mon esprit. Signer quoi? De l'extérieur, on a frappé doucement. Papa, est-ce que tout va bien? Ma femme est devenue muette. La terreur a de nouveau envahi son visage. Je lui ai serré la main très fort. Oui, ai-je répondu. Tout va bien. Ma fille est partie. J'ai de nouveau regardé ma femme. Les larmes coulaient maintenant de manière incontrôlable sur ses joues. Demain, je te raconterai tout, a-t-elle murmuré. Maintenant, j'ai peur. Personne ne te touchera tant que je serai en vie, lui ai-je promis à voix basse. Et pendant qu'elle se rendormait, j'ai pris une décision qui allait changer nos vies pour toujours, prétendre que je ne savais rien jusqu'à ce que je découvre toute la vérité. Parce que ce qui s'était passé pendant ces 38 minutes effacées des caméras n'avait pas seulement détruit la paix de mon foyer, cela avait déclenché la pire trahison qu'un père puisse affronter. Et ce n'était que le début. À l'aube, la maison sentait le médicament, le café froid et la vieille peur. Ma femme dormait encore avec le front plissé, même dans son sommeil, comme si son corps n'osait pas se reposer complètement. Je suis resté assis à ses côtés jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux. Quand elle l'a fait, elle m'a regardé avec cette tendresse fatiguée que seules les années partagées procurent, et pendant un instant, j'ai cru que tout avait été un cauchemar. Mais l'échymose sur son poignet était toujours là, sombre, indéniable. Comment te sens-tu, lui ai-je demandé à voix basse. Fatiguée, a-t-elle répondu. Honteuse. Ce mot m'a fait plus de mal que n'importe quel coup. Tu n'as rien à te reprocher, lui ai-je dit. Celle qui devrait avoir honte, ce n'est pas toi. Elle n'a pas voulu continuer à parler. Son silence était un mur construit par la terreur. J'ai décidé de ne pas la presser. J'ai préparé le petit déjeuner en prenant soin de ne pas faire de bruit. Pendant que le pain grillait, mon esprit a inévitablement voyagé dans le passé. Vers la petite fille qu'était autrefois notre fille. Vers la jeune femme qui promettait de prendre soin de nous quand la vie deviendrait difficile. Vers la femme qui dormait maintenant dans la chambre d'amis de notre maison avec un secret qui sentait la trahison. Notre fille a toujours été forte. Depuis toute petite, elle avait du caractère, une manière ferme de marcher dans le monde comme si rien ne pouvait la renverser. Quand elle est née,
je l'ai tenue pour la première fois sous une lumière jaune d'hôpital et j'ai juré que personne ne lui ferait jamais de mal. Sa mère l'a élevée avec douceur. Je l'ai formée avec discipline et ensemble, nous pensions avoir fait du bon travail. Elle a grandi, a étudié, a fait des erreurs, s'est relevée, s'est mal mariée 2 fois, et rentrée à la maison en pleurant plus d'une fois. Nous étions toujours là. C'est pourquoi, il y a des années, quand elle nous a demandé de rester vivre avec nous pour un temps, jusqu'à ce qu'elle se stabilise, nous n'avons pas hésité. Sa mère l'a accueillie à bras ouverts. J'ai hoché la tête sans trop poser de questions. Je pensais que c'était une fille qui cherchait un refuge. Je n'ai jamais pensé que ce serait une fille qui cherchait le contrôle. Les premiers mois ont été calmes. Elle cuisinait avec sa mère, l'accompagnait chez le médecin, rangeait la maison. Peu à peu, elle a commencé à prendre des décisions que personne ne lui avait demandées. Elle changeait les horaires, réorganisait les meubles, contrôlait les visites. C'est pour votre bien, disait-elle. Vous êtes déjà vieux. J'ai attribué cela à un excès de sollicitude. Aujourd'hui, je comprends que c'était le début de quelque chose de sombre. Pendant que nous prenions le petit déjeuner, ma femme a à peine touché son thé. Ses mains tremblaient en tenant la tasse. Elle arrivera dans 1 heure, murmura-t-elle soudainement. Qui? Sarah. Un frisson m'a parcouru le dos. Comment sais-tu? Elle est partie hier soir. Elle revient toujours quand elle est contrariée, a dit Émilie. La phrase m'a glacé. Il y avait de la peur dans sa voix, une peur apprise. J'ai décidé qu'aujourd'hui, je ne lui permettrai pas de l'intimider, ne serait-ce qu'une seconde. Tu n'es pas obligé de la voir si tu ne veux pas, lui ai-je dit. Je lui parlerai. Non, a-t-elle murmuré, s'agrippant à la couverture. Si tu ne l'affrontes pas aujourd'hui, elle le fera plus tard et ce sera pire. J'ai hoché la tête. Elle avait raison. Le silence nous avait déjà fait assez de mal. Quand l'horloge a sonné 10 heures, j'ai entendu le bruit d'une voiture s'arrêtant devant la maison. Mon estomac s'est contracté. Ma femme a fermé les yeux. Je lui ai serré la main et me suis dirigé vers la porte avec un calme que je ne ressentais pas. J'ai ouvert. Elle était là, bien habillée, maquillée avec précision, le téléphone à la main et un sourire répété sur les lèvres. « Papa » a-t-elle dit, comment maman s'est-elle réveillée? Dis-le-moi, toi. Tu étais avec elle quand tout a commencé. Pour la première fois, son sourire s'est un peu effrité. Elle est entrée sans demander la permission, comme elle l'avait toujours fait. Elle est allée à la cuisine, a posé son sac sur la table et a commencé à préparer du café comme si de rien n'était. « Papa, n'exagère pas » a-t-elle dit. Maman s'est énervée pour une bêtise. Une bêtise ne laisse pas d'échymose, ai-je répondu. Elle s'est retournée lentement, les yeux durcis. De quoi parles-tu? De son poignet. Le silence est tombé entre nous comme une chape de plomb. Elle a pris une profonde inspiration, contrôlant son irritation. Papa, maman est maladroite. Elle se cogne toujours contre les meubles. 38 ans que je vis avec elle, ai-je répondu, et je n'ai jamais vu un coup comme ça. Ma fille a soutenu mon regard. Un instant, j'ai vu dans ses yeux la petite fille qui demandait pardon quand elle mentait. Mais cette fille n'était plus là. Elle avait été remplacée par une femme qui savait très bien simuler. Si tu es venu pour te disputer, je ferais mieux de partir, a-t-elle dit, prenant son sac. Pas encore, ai-je répondu fermement. Je veux parler des papiers que tu lui as fait signer hier. Sa main s'est arrêtée net. Elle m'a regardé, les yeux grands ouverts, sans ciller. Quel papier? Ne fais pas l'innocente, ai-je répondu. Ma femme a prononcé ce mot hier soir, à moitié endormie. Signé. Elle a laissé échapper un petit rire. Papa, tu es stressé. C'était juste un document de la banque, rien de plus. Alors pourquoi pleurait-elle comme si on la tuait? Son expression a changé. Cette fois, elle ne s'est pas reprise immédiatement. Parce qu'elle est faible, a-t-elle finalement répondu. Parce qu'elle ne comprend plus comment le monde fonctionne. Quelqu'un doit prendre les choses en main. Prendre en main ou prendre possession, lui ai-je demandé. Elle a fait un pas vers moi. Surveille tes paroles. Surveille tes actions, ai-je répliqué. Ma femme est apparue à la porte de la chambre, pâle, tremblante. Sarah l'a vue et pendant une seconde, le contrôle lui a échappé. Maman, a-t-elle dit avec une fausse douceur.
Papa est confus. Je t'avais dit que ça arriverait si tu ne prenais pas tes médicaments. Ma femme a baissé le regard comme une enfant coupable. Ne mens pas, ai-je dit. Personne ici n'est confus. Ma fille a explosé. Vous n'êtes plus capable de gérer vos affaires, a-t-elle crié. J'essaie de sauver le peu qu'il vous reste avant que vous ne perdiez tout. La seule chose que nous sommes en train de perdre, c'est toi, ai-je répondu. Et à cet instant, j'ai su que ce n'était plus une discussion de famille. C'était une guerre pour l'âme de ma maison. Après cette dispute, l'air dans la maison est devenu irrespirable. Ma fille marchait d'un côté à l'autre à pas courts et nerveux, comme une bête en cage. Ma femme est restée debout près de la porte de la chambre, n'osant ni entrer ni sortir. Piégée entre la peur et la culpabilité. Je me sentais comme un étranger dans ma propre maison, comme si chaque meuble, chaque mur, chaque objet avait changé de propriétaire sans que je m'en aperçoive. Sarah a été la première à rompre le silence. « Papa, je veux juste vous aider », a-t-elle dit d'un ton plus doux. « Mais vous n'y mettez pas du vôtre. L'aide ne s'impose pas avec des coups ou des cris, ai-je répondu. Et encore moins avec des mensonges. » Elle a pincé les lèvres, contenant sa rage. « Tu ne comprends pas le danger que vous courez », a-t-elle insisté. « Si nous ne signons pas bientôt, tout ce que vous avez peut être perdu. » « Perdu pour qui ?» ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Elle s'est contentée de prendre son sac et de se diriger vers la porte. « Je reviendrai plus tard », a-t-elle dit, « quand vous serez plus calme. » En partant, elle n'a pas claqué la porte. Elle l'a fermée avec un soin inquiétant. Ce geste m'a secoué plus que n'importe quel cri. Son calme était faux, construit sur une intention dangereuse. Ma femme s'est mise à pleurer en silence. Je l'ai prise dans mes bras. J'ai senti son petit corps trembler contre le mien. « Tu n'aurais pas dû l'affronter comme ça », a-t-elle murmuré. Maintenant, elle sera pire. Pire que ce qu'elle a déjà fait ? Non, ai-je répondu avec un nœud dans la gorge. Mais je ne peux plus me taire. Je l'ai emmenée sur le canapé et me suis assis à côté d'elle. Ses mains étaient glacées. « Raconte-moi », lui ai-je demandé. « Tout, depuis le début. » Elle a secoué la tête lentement. « Non, pas maintenant. Si je le dis à voix haute, ce sera réel. »« C'est déjà réel, mon amour, ai-je dit. Et tant que tu le garderas pour toi, elle continuera d'avoir du pouvoir sur toi. » Ma femme a fermé les yeux. Les larmes glissaient lentement sur ses joues. « Ça a commencé il y a des mois », a-t-elle murmuré. D'abord avec des mots, puis avec des cris, puis avec des menaces. Elle me disait que tu étais vieux, que bientôt tu ne pourrais plus rien décider, que je devais signer pour te protéger. Je ne comprenais rien. Chaque fois que je posais des questions, elle se mettait en colère. Qu'est-ce qu'elle voulait que tu signes, ai-je demandé. Des papiers de la maison, des papiers de la banque, des procurations, a-t-elle dit. Elle disait que c'était pour votre bien. J'ai senti un vide glacial dans ma poitrine. Tu ne m'as jamais rien dit, ai-je murmuré. Parce qu'elle me l'a interdit, a-t-elle avoué. Elle m'a dit que si je te parlais, tu te mettrais en colère contre moi et que je finirais seul. Et j'ai eu peur. Voilà la vérité, l'arme la plus ancienne de toutes, la peur. Quand est-ce qu'elle t'a frappé, ai-je demandé d'une voix brisée. Émilie a hésité. Hier, quand j'ai refusé de signer cette fois-ci. Ma respiration est devenue lourde. Où ? Dans la cuisine, a-t-elle dit. Elle m'a poussé contre la table. Je suis tombé. Elle m'a serré le poignet pour que je signe. J'ai crié, mais elle m'a couvert la bouche. L'image m'a transpercé comme un poignard. J'ai dû me lever pour ne pas perdre le contrôle. Et ensuite ? Ensuite, elle s'est mise à pleurer comme si c'était moi qui lui avais fait quelque chose. Elle sanglotait. Elle disait que tu ne me croirais pas. Puis j'ai entendu la porte. Tu arrivais. Mon cœur battait avec fureur. C'est pour ça que quand je suis entré, tu pleurais déjà, ai-je dit. Elle a hoché la tête, brisée. Elle m'a dit que si je parlais, elle te ferait passer pour un vieillard sénile devant tout le monde. J'ai eu la nausée. Ça n'arrivera plus jamais, lui ai-je juré. Je te le promets. J'ai aidé ma femme à s'allonger un moment. Quand elle s'est endormie d'épuisement, je suis retourné directement dans la salle des caméras. J'ai allumé le système avec une sensation amère. Je ne cherchais plus la sécurité.
Je cherchais la vérité. J'ai vérifié heure par heure. J'ai avancé prudemment et là, je l'ai vu. Le trop. Exactement 38 minutes, supprimé manuellement. Ce n'était pas une panne technique. Quelqu'un était entré dans le système, quelqu'un qui savait comment faire. J'ai cherché les journaux d'accès. Il y avait un utilisateur supplémentaire créé il y a des semaines, un faux nom. Mais la date de création coïncidait avec le jour où notre fille s'était installé définitivement chez nous pour prendre soin de nous. Mon pouce est accéléré. J'ai vérifié plus loin. Les jours précédents, j'ai trouvé de petites coupures à des moments précis. Rien d'aussi long que celle d'hier, juste des secondes, des répétitions, des tests, comme quelqu'un qui apprend à utiliser une arme avant de tirer. Et puis, quelque chose s'est produit qui m'a fait sursauter. Une caméra secondaire était toujours active. Une vieille caméra, presque oubliée, installée uniquement pour couvrir le couloir arrière menant à la cuisine. Sa qualité était mauvaise, l'angle imparfait, mais elle enregistrait. J'ai cherché l'heure exacte de l'agression. Mes mains étaient moites. J'ai avancé seconde par seconde, et je l'ai vu. J'ai vu ma femme de dos, en train de laver une assiette. J'ai vu ma fille entrer lentement. Elle a fermé la porte. Elle a marché doucement. Elle a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Ma femme s'est retournée. Elle a secoué la tête plusieurs fois. Elle semblait supplier. Puis Sarah l'a prise par le bras avec force. Ma femme a résisté. Elle l'a poussée contre la table. Ma femme est tombée par terre. Et j'ai dû me couvrir la bouche pour ne pas crier quand j'ai vu ses propres doigts serrer le poignet fragile de la femme que j'avais aimée toute ma vie. Puis elle l'a forcé à signer. Puis elle l'a lâché. Puis, devant la caméra, ma fille s'est mise à pleurer comme si elle était la victime. Je suis resté immobile. Le monde tournait autour de moi. Je ne me souviens pas combien de temps j'ai passé à regarder cette scène encore et encore. La seule chose que je sais, c'est que quelque chose est mort en moi dans cette pièce sombre. Quand j'ai finalement éteint le moniteur, mes genoux ne me soutenaient plus. Je me suis assis par terre. J'ai pleuré en silence. Pas pour moi, pour la fille que je pensais connaître et qui n'existait plus. À ce moment-là, ma fille est revenue à la maison. J'ai entendu la porte s'ouvrir. J'ai séché mes larmes. J'ai tout rangé. Je suis sorti comme si je ne savais rien. Elle m'a regardé avec supériorité. « Tu as parlé ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je répondu. « Et elle a signé ?» Je l'ai regardée fixement. « Pas encore. » Elle a cligné des yeux, irritée. « Papa, ne joue pas avec moi. »« Je ne joue pas », ai-je répondu. « Mais je te préviens d'une chose. Cette maison est toujours la mienne, et tant que je respirerai, personne ne nous arrachera rien. » Nos regards se sont croisés comme des couteaux, et j'ai su qu'à partir de cet instant, il n'y avait plus de retour en arrière. Après avoir vu l'enregistrement, rien n'a plus jamais été pareil à l'intérieur de moi, bien qu'à l'extérieur, je me sois forcé à paraître le même homme que toujours. Je marchais dans la maison à pas lents et mesurés, simulant la normalité. Je préparais le café. J'arrosais les plantes. Je demandais à ma femme si elle voulait de la soupe pour le déjeuner. Chaque geste quotidien était un effort immense pour ne pas laisser s'échapper la douleur, la rage et la déception qui me brûlaient de l'intérieur. Sarah se déplaçait dans la maison comme si elle en était déjà la propriétaire. Elle ouvrait les tiroirs, vérifiait les papiers, passait des appels à voix basse depuis le patio. Je l'observais sans qu'elle s'en aperçoive, comme on observe un étranger envahir un territoire sacré. Je ne voyais plus la petite fille que j'avais emmenée par la main à l'école. Je voyais une femme capable de frapper sa propre mère sans que son pouls ne tremble. Et ma femme, de son côté, était différente. Elle marchait le regard baissé, les épaules rentrées, comme si chaque pas était un poids. Elle n'osait me regarder que lorsque ma fille n'était pas là. Et dans ces brefs moments, dans le silence partagé, nous parlions avec les yeux. En milieu d'après-midi, j'ai enfin réussi à être seul avec elle. Sarah était sortie faire une course. Dès que j'ai entendu la porte claquer, je me suis approché de ma femme. Elle était assise près de la fenêtre, regardant vers la rue comme quelqu'un qui attend quelque chose qu'il ne veut pas voir arriver. Maintenant, oui, lui ai-je dit à voix très basse. Maintenant, tu peux tout me dire. Elle a pris une profonde inspiration, comme quelqu'un qui plonge sous l'eau avant un abîme. Je l'ai vu dans tes yeux ce matin,
a-t-elle murmuré. Tu sais déjà. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Je ne voulais pas que tu le vois comme ça, a-t-elle continué. C'est ta fille, et ça fait plus mal que les coups. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Ça fait plus mal de le cacher, ai-je répliqué, car le silence la protège elle, pas nous. Ma femme a serré les mains sur ses genoux. Elle m'a dit que si je parlais, tu mourrais de honte, que personne ne croirait que sa propre fille était capable d'une chose pareille. Elle disait que j'avais l'air d'une vieille folle, que je finirais dans un asile. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux en entendant ces mots. Elle t'a manipulé avec la peur, ai-je dit. Et ça aussi, c'est de la violence. Elle a hoché la tête lentement. Elle m'a fait signer plusieurs fois, a-t-elle avoué. D'abord de petits documents, des autorisations, puis des papiers de banque. Hier, c'était différent. Hier, c'était une procuration. Totale. J'ai senti que je lui livrais ma vie, et la tienne aussi. Mes mains se sont mises à trembler. Sais-tu où sont ces papiers maintenant? Dans son sac, a-t-elle murmuré. Elle les garde toujours là, comme si elle craignait qu'on les lui prenne. Le sac. Je me suis souvenu combien de fois j'avais vu ma fille garder ce sac avec un zèle excessif. Maintenant, tout avait un sens. Est-ce que quelqu'un d'autre sait ce qui se passe ici, ai-je demandé. Elle a nié. Seulement toi. Alors tu vas me faire confiance sans hésiter, lui ai-je demandé. Quoi qu'il arrive, ne l'affronte pas seul. Ne lui réponds pas. Ne signe rien. Je m'occupe de tout. Elle a hésité quelques secondes. Puis elle m'a regardé dans les yeux avec une fermeté que je n'avais pas vue depuis des années. D'accord. Ce simple « d'accord » a été le premier acte de bravoure que j'ai vu en elle après une longue période. Quand ma fille est revenue, elle a apporté une boîte de restauration rapide comme si de rien n'était. Elle souriait. Elle parlait de banalité. Elle s'est assise pour manger devant nous sans demander si nous avions faim. Je l'observais sans manquer un détail. Chaque mouvement, chaque geste, chaque mot. Elle était sûre d'elle. Trop sûre. Demain, nous devrions aller à la banque, a-t-elle dit soudainement, regardant sa mère. Nous devons régler le problème une bonne fois pour toutes. Ma femme a baissé le regard. Je ne me sens pas bien, a-t-elle répondu à voix basse. Pas aujourd'hui. Sarah a posé les couverts avec force. Ça ne peut pas attendre, a-t-elle répliqué. Papa n'est pas non plus en état de s'occuper de ces choses. Je peux décider par moi-même, ai-je dit calmement. Elle m'a regardé avec un mépris à peine dissimulé. Il ne s'agit pas de toi, papa. Il s'agit d'éviter les problèmes. Le problème, c'est toi qui l'as déjà créé, ai-je pensé, mais je ne l'ai pas dit. Après avoir mangé, elle s'est enfermée dans la chambre qu'elle utilisait comme la sienne. J'en ai profité pour m'asseoir à côté de ma femme, je lui ai pris la main. Ce soir, je vais préparer quelque chose, lui ai-je murmuré. Tu me fais confiance? Elle a hoché la tête, tremblant un peu. Cette nuit-là, quand tout le monde dormait, je suis retourné dans la salle des caméras. J'ai copié l'enregistrement sur une clé USB, 3 fois. Je les ai cachés à différents endroits, une dans ma veste, une autre sous le matelas, une autre à l'intérieur d'un bocal vide dans le jardin. S'il m'arrivait quelque chose, cette preuve devait survivre. Puis je suis allé à mon bureau. J'ai cherché les titres de propriété de la maison, mes documents bancaires, tout ce qui avait une valeur légale. Je les ai vérifiés un par un. Il en manquait certains, exactement ceux qui apparaissaient dans l'enregistrement, forçant ma femme à signer. Tout concordait, ai-je pensé. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Chaque craquement de la maison me faisait ouvrir les yeux. Chaque ombre semblait une menace. Mais je sentais aussi quelque chose de nouveau grandir en moi, une détermination qui me redonnait de la force. À l'aube, ma fille est apparue tôt, habillée pour sortir. Aujourd'hui, nous allons à la banque, a-t-elle assuré. J'ai déjà pris le rendez-vous. Ma femme m'a regardé, effrayée. Je lui ai serré la main sous la table. Aujourd'hui, nous y allons tous, ai-je dit. Ma fille a été surprise. Tu n'as pas besoin d'y aller, papa. Je suis le propriétaire de la maison et de l'argent, ai-je répondu fermement. Je crois que j'ai le droit d'être présent. Elle a souri froidement. Comme tu voudras. Dans la voiture, le silence était épais.
Ma femme était sur la banquette arrière. J'étais à l'avant, à côté d'elle. Nos regards croisés étaient un duel silencieux. Je connaissais la vérité. Elle ne savait pas que je savais, et c'était mon avantage. En arrivant à la banque, Sarah est passée devant comme si elle connaissait chaque recoin. Elle a salué l'employé qui l'a reçu par son nom. Ce détail m'a confirmé autre chose. Elle préparait tout depuis longtemps. On nous a fait passer dans un bureau. La porte s'est fermée. L'employé a sorti un dossier épais. Elle l'a posé sur la table. Voici les documents pour la signature, a-t-elle dit. Procuration totale, administration des biens, représentation légale. Ma femme tremblait. J'ai posé ma main sur la sienne. Avant de signer quoi que ce soit, ai-je dit d'une voix ferme, je veux voir chaque feuille calmement. Ma fille a froncé les sourcils. Papa, c'est déjà discuté. Pas avec toi, les jeux interrompus. Avec la loi. Un silence tendu s'est installé. J'ai examiné chaque page lentement. Mon cœur battait fort, mais mes mains étaient stables. Il n'y avait aucun doute. Tout était conçu pour nous laisser, ma femme et moi, sans aucun contrôle sur nos propres vies. Quand j'ai fini, j'ai levé les yeux. Nous n'allons rien signer de tout ça, ai-je annoncé. Ma fille s'est levée d'un bond. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle crié. Tout dépend de cette signature. Non, ai-je répondu. Tout dépend de la vérité. Son visage a pâli une seconde, puis s'est durci à nouveau. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je l'ai regardé fixement. Je sais tout. Et ce fut la première fois que j'ai vu la peur traverser fugitivement les yeux de ma propre fille. La peur dans les yeux de ma fille n'a duré qu'une seconde, mais elle a suffi à me confirmer que j'en savais déjà trop. Elle a baissé le regard, a pris une profonde inspiration et a remis le masque de sécurité qu'elle savait si bien utiliser. L'employé de la banque nous regardait sans comprendre la tension qui régnait dans ce bureau fermé où l'on ne se disputait pas seulement des papiers, mais des destins entiers. « Papa, tu exagères », a-t-elle dit avec un calme forcé. Maman a accepté tout ça il y a des mois. Je ne comprends pas pourquoi elle fait la surprise maintenant. Ma femme a frémi à côté de moi. Je lui ai serré la main plus fort. Elle a accepté sous la pression, ai-je répondu. Et cela invalide toute signature. L'employé de la banque a froncé les sourcils, mal à l'aise. Monsieur, s'il y a un conflit familial, peut-être devriez-vous le résoudre en dehors de l'institution. Non, les jeux interrompus. Cela va se résoudre ici même. J'ai regardé ma fille droit dans les yeux. Dis-lui la vérité, lui ai-je ordonné. Dis-la lui maintenant. Elle a laissé échapper un rire nerveux, bref, presque hystérique. La vérité sur quoi, papa? Sur les coups. Le silence était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Ma femme a laissé échapper un gémissement étouffé. L'employé de la banque a ouvert des yeux horrifiés. Ma fille a fait un pas en arrière. « Es-tu fou » a-t-elle murmuré. Quel genre de mensonge est-ce? C'est alors que s'est produit ce que je n'oublierai jamais. Ma femme a lentement retiré sa main de la mienne et s'est levée, tremblant de la tête aux pieds. Pour la première fois, elle n'a pas baissé le regard. Pour la première fois depuis des mois, elle a relevé la tête avec dignité. « Ne mens plus » a-t-elle dit d'une voix brisée. « Tu m'as poussé. Tu m'as serré le poignet. Tu m'as crié dessus. Tu m'as forcé à signer. Et maintenant, tu veux que je le fasse à nouveau. » Sarah est devenue livide. Un instant, elle a ressemblé à une enfant piégée dans son propre mensonge. « Maman, tu es confuse. » Non. A-t-elle crié avec une force que je croyais perdue. J'étais confuse quand je pensais que tu prenais soin de moi. Maintenant, je sais que tu ne voulais que tout garder. L'employé de la banque s'est levé de son siège. Monsieur et madame, c'est très grave. S'il y a eu violence, nous devons le signaler immédiatement. Ma fille a réagi soudainement, désespérée. Non. S'est-elle exclamée. C'est un malentendu. Mon père influence ma mère. Il a toujours été comme ça. J'ai fait un pas en avant. Ça suffit. J'ai lentement sorti la clé USB de la poche de ma veste et je l'ai posée sur la table. Voici ce qui s'est passé dans la cuisine, ai-je dit d'une voix ferme. Tout a été enregistré. Ma fille a reculé comme si elle avait été frappée. Ses yeux se sont ouverts démesurément. Ça.
Ça n'existe pas, si, ça existe, ai-je répondu. Et nous le verrons quand je le déciderai. Pour l'instant, il te suffit de savoir que la vérité n'est plus seulement en ton pouvoir. L'employé de la banque regardait de l'un à l'autre, ne sachant vers qui se tourner. Finalement, elle a pris le téléphone. Je vais appeler la sécurité, a-t-elle annoncé. Ma fille a fermé les yeux quelques secondes. Puis elle les a rouverts et m'a regardé avec une haine pure. Si tu fais ça, tu me détruis, a-t-elle murmuré. Tu t'es détruit toi-même, lui ai-je répondu. Je ne fais que sauver ta mère. La sécurité est arrivée en quelques minutes. Ils nous ont demandé de quitter le bureau. Tandis que nous marchions dans le couloir, Sarah m'a pris le bras avec force. Papa, s'il te plaît, a-t-elle dit à voix basse. Tout ça a échappé à tout contrôle. Je l'ai regardé avec une douleur que je ne savais pas que je pouvais encore ressentir. Ce n'était pas une erreur, lui ai-je dit. C'était un choix. Ma femme marchait derrière moi, s'appuyant sur mon épaule. Chacun de ses pas était un acte de bravoure. Nous avons quitté la banque sans rien signer. Sur le parking, ma fille a éclaté en sanglots. Elle s'est agenouillée devant nous, suppliant, ne me ruine pas, papa. Je t'en supplie. Je voulais seulement assurer notre avenir. On n'assure pas l'avenir en détruisant ceux qui t'ont donné la vie, ai-je répondu fermement. Ma femme l'a regardé une dernière fois. Je t'ai élevé pour aimer, pas pour agresser, a-t-elle dit. Et aujourd'hui, tu m'as brisé le cœur. Elle est montée dans la voiture avec moi sans regarder en arrière. Dans le rétroviseur, j'ai vu ma fille, restée seule au milieu du parking, en larmes, vaincue pour la première fois. Sur le chemin du retour, un silence lourd d'émotions régnait. Je sentais que quelque chose d'énorme s'était brisé, mais que paradoxalement, nous avions aussi fait le premier pas vers la liberté. Quand nous sommes arrivés, j'ai aidé ma femme à s'allonger. Elle était épuisée, physiquement et émotionnellement. Je me suis assis à côté d'elle et lui ai apporté un verre d'eau. Merci de m'avoir défendu, a-t-elle murmuré. Je pensais que j'allais mourir avec ça gardé à l'intérieur. Je l'ai serré de toute mon âme. Plus jamais tu ne seras seul. Elle a fermé les yeux. Je suis resté à la regarder longtemps. Je savais que ce n'était pas encore fini. Je savais que ma fille n'accepterait pas la défaite si facilement. Et j'avais raison. Le téléphone a sonné le soir même. C'était Sarah. Si tu continues sur cette voie, a-t-elle dit sans tourner autour du pot, je vais dire à tout le monde que tu as perdu la tête, que tu maltraites maman, que tu as inventé cet enregistrement. Fais-le, ai-je répondu. La vérité ne se brise pas avec des mensonges. Elle a raccroché sans rien dire de plus. Avant de continuer, dites-moi ici dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire jusqu'à présent et ce que vous feriez à ma place. Ne quittez pas la vidéo car ce qui suit vous donnera la chair de poule. Cette même nuit, alors que tout le monde dormait, j'ai entendu des bruits dans le patio. Je me suis levé en silence et j'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu la silhouette d'une femme près de la clôture, ma fille. Elle essayait d'entrer sans faire de bruit. J'ai pris le téléphone et j'ai filmé. Je l'ai vu forcer la serrure de la cabane extérieure où nous gardons les outils. Je l'ai vu fouiller dans les tiroirs, chercher quelque chose. Je savais parfaitement quoi, mes documents, la clé USB, n'importe quelle preuve. Je ne suis pas sorti. Je ne l'ai pas arrêté. Je l'ai laissé faire. Quand elle a réalisé qu'elle ne trouverait rien, elle s'est enfuie. Le lendemain, ma femme s'est réveillée avec de nouveaux messages de sa fille. Des insultes, des menaces, des supplications, des promesses, un tourbillon de manipulation qui a confirmé tout ce que je savais déjà. J'ai alors pris la décision définitive. J'ai conservé toutes les preuves. J'ai appelé un avocat et, pour la première fois de ma vie, j'ai compris que pour sauver ceux que l'on aime, il faut parfois affronter le monstre que l'on a soi-même contribué à élever. La guerre n'était plus silencieuse. Elle avait commencé. Le jour suivant la tentative d'intrusion de ma fille dans le patio, le silence de la maison n'était plus un refuge, mais un territoire de surveillance. Chaque bruit, chaque ombre, chaque vibration du téléphone portable faisait battre mon cœur. Ma femme n'a pas cessé de trembler de toute la matinée. Je feignais le calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, mon esprit ne s'arrêtait pas. Je savais que nous n'étions plus une famille en conflit. Nous étions deux personnes âgées piégées dans un jeu dangereux où la trahison portait notre propre nom de famille. Quand ma femme a fini son petit déjeuner,
je l'ai aidée à s'asseoir sur le canapé. Je lui ai offert ses médicaments. Ses mains tremblaient tellement que j'ai dû tenir le verre pour elle. Est-ce qu'elle va revenir aujourd'hui, m'a-t-elle demandé en chuchotant. Peut-être, ai-je répondu. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus sans défense. Elle n'a pas demandé à quoi je faisais référence. Elle savait que quelque chose avait changé en moi. Et elle savait aussi que ce changement était irrévocable. J'ai attendu qu'elle s'endorme. Puis je suis allé directement à mon bureau. J'ai sorti la clé USB avec l'enregistrement, je l'ai connectée à l'ordinateur et j'ai rejoué la scène que je portais gravée dans mon esprit, mais que maintenant je devais enregistrer avec une clarté absolue pour le chemin qui allait commencer. La voir une deuxième fois a été plus dur que la première. Il y avait ma femme, de dos. Il y avait ma fille, entrant avec ce pas déterminé. J'ai vu quand elle l'a prise par le bras. J'ai vu quand elle l'a poussée. J'ai vu quand ma femme a essayé de se protéger avec ses mains. J'ai vu quand elle l'a forcée à signer. J'ai vu quand elle a simulé les pleurs. Chaque seconde me transperçait comme un coup de poignard lent. Je n'ai pas éteint la vidéo avant la fin. J'avais besoin de graver chaque geste dans ma mémoire car cette image serait la boussole de tout ce que je ferais à partir de ce moment. J'ai copié le fichier sur 2 autres clés USB. J'en ai caché une dans le réservoir des toilettes, dans un sac en plastique scellé. L'autre, je l'ai mise à l'intérieur d'un vieux livre de comptabilité que personne n'avait touché depuis des années. L'original, je le portais toujours sur moi, à l'intérieur de la doublure de ma veste. Je savais que ma fille n'arrêterait pas. Je savais qu'elle reviendrait. Et je savais aussi que chacun de ses mouvements pourrait devenir sa propre condamnation si j'étais assez patient. Le même jour, dans l'après-midi, ma fille a appelé. « Papa » a-t-elle dit d'une voix plus douce que d'habitude. « Je veux parler correctement avec vous deux. » Sans cri, sans drame. « Tu peux venir » ai-je répondu. « Mais avec respect. »« Je vous respecte toujours » a-t-elle répondu avec un faux rire. J'ai raccroché sans discuter. Elle est arrivée au crépuscule. Elle a apporté un sac de fruits, comme si elle voulait prétendre qu'une normalité existait encore entre nous. Ma femme s'est raidie dès qu'elle l'a vue. Je me suis avancé. Maman est fatiguée, lui ai-je dit. Tu parleras avec moi. Ma fille a pincé les lèvres mais a hoché la tête. Nous nous sommes assis face à face à la table. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je la regardais sans le filtre de l'amour. Je la regardais comme on regarde une étrangère. Papa, a-t-elle commencé. Tout ça a échappé à tout contrôle. Oui, mais nous pouvons arranger les choses. Tu gardes l'enregistrement, je détruis ces papiers et nous faisons comme si rien ne s'était passé. Et qui efface la peur de ta mère, ai-je demandé. Elle a baissé le regard. C'était un moment de colère. Rien de plus. Non, ai-je répondu. C'était de la violence. Et la violence n'est pas une erreur. C'est une décision. Ma fille s'est levée de la chaise. Tu ne comprends rien, a-t-elle dit, exaltée. Je ne faisais que protéger ce qui est à nous. La maison n'est pas à toi, lui ai-je répondu. L'argent n'est pas à toi, et ta mère n'est pas non plus ta possession. La haine est revenue dans ses yeux. Tôt ou tard, vous perdrez tout, a-t-elle craché. Vous êtes vieux, papa. Le monde n'est plus pour vous. J'ai ressenti une douleur profonde, non pas pour l'insulte, mais parce que je savais que c'était sa véritable façon de penser depuis longtemps. Si c'est le monde que tu as construit, lui ai-je dit, je préfère en rester à l'écart. Elle s'est approchée de moi, menaçante. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle murmuré. Me dénoncer? Me mettre en prison? Je vais faire justice, ai-je répondu calmement. Même si ça me brise l'âme. Elle a soutenu mon regard quelques secondes. Puis elle s'est retournée brusquement et est partie sans dire au revoir. Ma femme a pleuré quand j'ai fermé la porte. Est-ce qu'elle va nous faire du mal, a-t-elle demandé d'une voix brisée. Je l'ai serrée fort. Elle ne le peut plus. Mais je savais que même si elle ne pouvait plus nous toucher physiquement avec la même facilité, elle avait encore des ressources, les mensonges, les contacts et une rage dangereuse. Cette nuit-là, nous avons dormi avec la lumière du salon allumée. Le lendemain, j'ai reçu une notification de la banque. Quelqu'un avait de nouveau tenté de prendre un rendez-vous en utilisant les données de ma femme. Cette personne était, bien sûr, notre fille. Elle ne l'appelait plus. Elle ne me criait plus dessus.
Elle était passée au niveau supérieur. J'ai alors compris qu'il ne suffisait plus d'attendre qu'elle fasse d'autres erreurs. Je devais la mener à l'endroit exact où elle s'exposerait elle-même complètement. Et pour cela, j'avais besoin de plus que des preuves. J'avais besoin de témoins. J'ai appelé mon jeune frère. Nous n'avions pas parlé de questions familiales profondes depuis des années. J'ai besoin que tu viennes à la maison, lui ai-je dit, et amène un avocat de confiance. Que s'est-il passé, a-t-il demandé, alarmé. Notre fille a franchi une ligne qui n'a pas de retour. Il est resté silencieux quelques secondes. J'arrive tout de suite. J'ai raccroché, sentant un poids énorme sur ma poitrine qui ne se résoudrait plus seulement entre quatre murs. Maintenant, tout le nom de famille serait exposé. Cet après-midi-là, en attendant mon frère, je suis allé une dernière fois dans la salle des caméras, au calme. J'ai examiné tous les fichiers supprimés. J'ai cherché des traces. J'ai trouvé autre chose. Plusieurs connexions externes récentes, des adresses inconnues. Quelqu'un avait accédé au système depuis l'extérieur de la maison. Ma fille n'était pas seule là-dedans. Cette découverte m'a glacé le sang. Elle ne voulait pas seulement notre maison, elle avait construit quelque chose de plus grand, quelque chose de sale, quelque chose qui commençait maintenant à se révéler. Mon frère est arrivé à la tombée de la nuit, accompagné d'un avocat jeune et sérieux, au regard ferme. Je leur ai tout raconté sans omettre un seul détail. J'ai montré l'enregistrement. Mon frère a porté les mains à son visage en voyant sa nièce frapper sa belle-sœur. C'est extrêmement grave, a dit l'avocat. Nous avons une affaire pénale claire. Ma femme écoutait depuis le canapé, pleurant en silence. Qu'est-ce qui va lui arriver, a-t-elle demandé avec culpabilité. L'avocat a été honnête. Cela dépendra de ce qui se passera à partir de maintenant. Mais ce n'est plus seulement un conflit familial. C'est un crime. Mon frère m'a pris par l'épaule. Tu as bien fait de ne pas te taire cette fois. J'ai hoché la tête, bien qu'à l'intérieur je me sentais dévasté. Cette même nuit, nous avons pris la première décision juridique. Et j'ai su que ce qui allait suivre ne pourrait plus être arrêté. Car lorsque la justice se met en marche, personne ne peut la faire reculer. Le lendemain de la visite de mon frère et de l'avocat, le ciel était gris, comme s'il reflétait exactement ce que je portais en moi. Ma femme ne voulait pas sortir du lit. Ses yeux étaient gonflés d'avoir tant pleuré et son corps épuisé par des semaines de tension accumulée. Je ne l'ai pas forcée. Je lui ai préparé une infusion chaude et me suis assis à ses côtés. Rien de tout cela n'est de ta faute, lui ai-je dit. Rien. Elle a serré mes doigts faiblement. C'est ma fille, a-t-elle murmuré. C'est moi qui l'ai mise au monde. Et moi aussi, ai-je répondu. Mais mettre quelqu'un au monde ne signifie pas lui permettre de détruire les autres. Elle est restée silencieuse. Ses pleurs étaient plus doux maintenant, comme si au moins une partie du poids avait commencé à se libérer. À 10 heures du matin, je me suis de nouveau retrouvé avec mon frère et l'avocat à la bibliothèque du centre-ville. Je portais avec moi la clé USB principale, cachée dans la doublure de ma veste. L'avocat a rangé les documents avec soin pendant que je narrais chaque détail avec précision. Nous avons des preuves d'agression, de coercition, de falsification de documents et de tentative de spoliation de biens, a-t-il dit finalement. Mais pour que l'affaire soit solide et ne se transforme pas en un simple conflit de parole contre parole, nous avons besoin qu'elle agisse à nouveau, qu'elle s'expose. Vous voulez dire que je dois la provoquer? Ai-je demandé. Pas la provoquer, a-t-il répondu. La laisser croire qu'elle a encore des options. Mon frère a froncé les sourcils. C'est dangereux. Oui, a dit l'avocat. Mais c'est aussi le moyen le plus efficace de faire tomber quelqu'un qui croit avoir le contrôle. Je l'ai compris immédiatement. Ma fille n'abandonnerait pas facilement. Elle était habituée à manipuler, à se déplacer dans l'ombre, à toujours obtenir ce qu'elle voulait. Si elle sentait qu'elle avait tout perdu, elle ferait des erreurs, et ces erreurs seraient sa propre condamnation. Je lui parlerai, ai-je dit. Je lui ferai croire que je suis prêt à négocier. L'avocat a hoché la tête. Mais pas de confrontation directe, a-t-il averti. Tout doit rester enregistré. Des mots clairs, des intentions explicites. Le même jour, dans l'après-midi, je l'ai appelé. Ma fille, lui ai-je dit, avec un ton que je me suis moi-même forcé à rendre fatigué. Nous devons parler. Sa voix semblait contenue à l'autre bout du fil. Pourquoi faire?
Pour en finir une bonne fois pour toutes. Je suis fatigué. Ta mère est malade. Je n'ai plus la force de me battre avec toi. Il y eut un bref silence. Je pouvais parfaitement imaginer son esprit travailler. Et que proposes-tu, a-t-elle finalement demandé. Viens demain après-midi. Sans cris, sans menaces, juste toi et moi. Maman sera là aussi? Non, ai-je répondu. Elle va très mal. Cette fois, ce sera juste toi et moi. Elle a accepté. Sa voix semblait victorieuse, bien qu'elle ait essayé de le cacher. D'accord, papa. Parlons comme des adultes. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. Pas de peur, d'anticipation. Le plan était en marche. Cette nuit-là, j'ai tout expliqué à ma femme avec délicatesse. Au début, elle a résisté. J'ai peur qu'elle te fasse quelque chose à nouveau, a-t-elle dit. Ou qu'elle me fasse du mal à nouveau. Elle ne le pourra pas, ai-je répondu fermement. Nous serons préparés. Tout sera enregistré, et cette fois, il n'y aura pas de caméras effacées. Elle a accepté à contre-cœur. Dans ses yeux, j'ai vu la terreur d'une mère face à son propre enfant. Mais j'ai aussi vu quelque chose de nouveau, un profond besoin de justice. Le lendemain, j'ai préparé la maison d'une manière spéciale. J'ai placé 2 enregistreurs cachés, un sur l'étagère de la salle à manger, un autre sous le coussin du fauteuil. J'ai activé la caméra secondaire sans qu'elle ne soit visible. J'ai laissé la clé USB principale dans la poche intérieure de ma veste, toujours avec moi. À 16 heures, je l'ai vue arriver par la fenêtre. Elle est sortie de la voiture d'un pas sûr. Elle a frappé une fois. Fermement. J'ai ouvert. Papa, a-t-elle dit avec un faux sourire. On peut arranger ça? Entre, ai-je répondu. Elle est entrée comme si de rien n'était. Elle a observé attentivement le salon, cherchant sûrement des signes, des caméras, des témoins, mais la maison semblait calme, trop calme. Nous nous sommes assis face à face. Dis-moi ce que tu veux, ai-je dit. Ma fille a croisé les bras. Je veux que tu détruises cet enregistrement et que nous signions les papiers sans plus de scandale. En échange, je m'occupe de vous, a-t-elle répondu. Des médecins, des factures. Vous vivrez tranquillement. Sans souci ou sans droit, ai-je demandé. Elle a plissé les yeux. Papa, tu es un vieil homme. Le temps ne joue pas en ta faveur. Je ne veux pas que tu finisses dans un lit, oublié, sans que personne ne s'occupe de toi. Ça ressemble plus à une menace qu'à une promesse, ai-je répondu. Elle a posé les mains sur la table et s'est penchée vers moi. Appelle ça comme tu veux, mais tu sais que je peux en faire une réalité. La glace m'a parcouru le dos. Je l'ai regardé fixement. Je sais aussi que je peux t'envoyer en prison. Son sourire s'est tendu. Tu n'auras pas le courage de le faire. Tu te trompes, ai-je dit. Il ne me manquait qu'une preuve de plus. Elle a froncé les sourcils. Quelle preuve? Que tu avoues toi-même ce que tu as fait. Elle est restée silencieuse. Ses doigts tapotaient la table avec impatience. Je n'avoue rien, a-t-elle finalement dit. Parce que je n'ai rien fait de mal. Tu as poussé ta mère, ai-je répondu. Tu l'as forcée à signer. Tu l'as menacée. Elle s'est penchée davantage. J'ai fait ce que je devais faire. Vous ne pouviez plus tout gérer. Quelqu'un devait prendre le contrôle. On ne prend pas le contrôle par la violence, ai-je répondu. Tu ne comprends pas comment fonctionne le monde réel, papa, a-t-elle dit froidement. Les faibles perdent toujours. Je n'étais pas prête à perdre. Sa franchise m'a transpercé la poitrine. Ces mots étaient sa véritable confession, même si elle ne le savait pas, et le faible, c'est moi, ai-je demandé. Toi et maman, a-t-elle répondu sans hésiter. Tous les deux. J'ai pris une profonde inspiration. Alors, laisse-moi te poser une dernière question, ai-je dit. Si je n'avais pas vu cet enregistrement, jusqu'où serais-tu allé? Elle a hésité juste une seconde. 7 secondes a suffi. Aussi loin que nécessaire, a-t-elle répondu. Là, je l'ai su. Sans doute, sans remords. La conversation est terminée, ai-je dit en me levant. Tu vas me dénoncer, a-t-elle demandé avec un sourire tordu. Tu vas te dénoncer toute seule. Elle m'a regardé sans comprendre. J'ai lentement sorti la clé USB de ma poche.
Tout a été enregistré, lui ai-je dit. Chaque mot que tu viens de dire. Son visage s'est complètement décomposé. Elle s'est levée d'un bond. C'est illégal. Ce qui est plus illégal, c'est ce que tu as fait, ai-je répondu. Elle a couru vers la porte. J'étais déjà préparé. Avant qu'elle ne puisse sortir, la police, prévenue par l'avocat, est entrée par le patio arrière. 2 agents ont franchi le seuil en quelques secondes. Ma fille a crié. Elle a tenté de s'échapper. Ils l'ont maîtrisée. Vous êtes en état d'arrestation pour violence domestique, coercition, falsification de documents et tentative de spoliation de biens, a annoncé l'un d'eux. Ma fille m'a regardé avec un mélange de haine, de fureur et de supplication. Papa, a-t-elle crié. Tu ne peux pas me faire ça. Je l'ai regardé une dernière fois. C'est toi qui as commencé ça, quand tu as touché ta mère. Ils l'ont emmenée en hurlant. Je me suis laissé tomber sur la chaise, et j'ai su que le pire était encore à venir. Le son des sirènes s'éloignant avec ma fille à l'intérieur de la voiture de patrouille est resté suspendu dans l'air, comme un écho impossible à effacer. Ma femme est restée assise au bout du canapé, immobile, comme si son corps n'avait pas encore compris que tout était fini. J'étais toujours debout, appuyé sur le dossier d'une chaise, les jambes tremblantes d'une fatigue qui n'était pas physique, mais un profond épuisement de l'âme. La police a fini de prendre les informations. Ils m'ont demandé de leur remettre l'enregistrement original pour le joindre au dossier et m'ont assuré que ma fille passerait la nuit en garde à vue. Quand ils ont fermé la porte pour la dernière fois, la maison est restée dans un silence si intense que j'avais mal aux oreilles. Je me suis approché lentement de ma femme. Je me suis accroupi devant elle. Elle est partie, lui ai-je dit doucement. Elle ne peut plus te toucher. Elle a mis plusieurs secondes à réagir. Puis elle a cligné des yeux, comme si elle se réveillait d'un long et sombre rêve. Vraiment, a-t-elle murmuré. Vraiment, ai-je répondu. C'est alors que s'est produit quelque chose que je n'avais jamais vu de toutes nos années ensemble. Ma femme a fondu en larmes, d'un cri si profond, si libérateur, qu'il semblait emporter chaque peur, chaque culpabilité, chaque humiliation qu'elle avait accumulée pendant des mois. Je l'ai serré fort. J'ai senti son corps vibrer contre le mien. Ce n'était pas un cri de tristesse. C'était un cri de survie. J'ai peur, a-t-elle dit entre 2 sanglots. Même si elle n'est plus là, j'ai toujours peur. C'est normal, lui ai-je répondu. La peur ne s'en va pas d'un coup. Mais maintenant, nous avons quelque chose de plus fort qu'elle. Quoi? A-t-elle demandé d'une voix brisée. La vérité. Cette nuit-là, aucun de nous n'a pu dormir. J'ai fait du café à 2 heures du matin. Nous nous sommes assis face à face à la même table où nous avions si souvent mangé en famille, ignorant que sur ce bois s'était livrée une guerre silencieuse. Elle regardait la tasse comme si elle avait du mal à tenir quelque chose de si simple sans sentir que tout pouvait se briser à nouveau. Je n'aurais jamais pensé qu'une fille puisse faire ça, a-t-elle murmuré. Je l'ai portée 9 mois en moi, et pourtant. Et moi aussi, ai-je dit avec un nœud dans la gorge, mais elle a choisi le chemin le plus sombre. Ma femme a pris une profonde inspiration. Peut-être avons-nous échoué en quelque chose, toi et moi. Peut-être, ai-je répondu. Mais il y a une vérité que nous ne pouvons plus porter sur nos épaules. Chaque personne est responsable de ses actes, même les enfants. À l'aube, l'avocat et mon frère sont arrivés. Il apportait de nouvelles informations. La plainte officielle était déjà en cours. L'enregistrement avait été validé comme preuve principale, et il y avait des preuves que ma fille avait tenté d'accéder à nos comptes bancaires en utilisant des documents falsifiés. C'est plus grand que ce que nous imaginions, a dit l'avocat. Il y a des indices clairs de fraude et d'abus systématiques. Ma femme écoutait en silence, serrant mes doigts. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant, a-t-elle demandé. L'avocat a été honnête. Il y aura un procès. Elle peut encourir la prison, mais tout dépendra de ce qui sera prouvé lors de l'audience. Le mot « prison » est tombé sur ma femme comme une pierre. Elle a baissé la tête. C'est notre fille, a-t-elle dit. Et c'était aussi ton agresseur, a dit fermement mon frère. Si ça ne s'arrêtait pas maintenant, ça aurait été pire. Je n'ai pas voulu discuter. La douleur d'une mère ne s'apaise pas avec des arguments. Le même jour, les premiers appels ont commencé à arriver. Des parents que nous n'avions pas vus depuis des années, des voisins, même de vieux amis. La nouvelle s'était répandue rapidement dans le quartier.
La fille de la famille Williams avait été arrêtée pour avoir frappé sa mère et essayé de tout leur prendre. Certains offraient un soutien sincère. D'autres voulaient juste confirmer les commérages. Ma femme ne voulait pas répondre au téléphone. Je répondais en peu de mots. Je ne voulais pas que notre tragédie devienne un spectacle. Dans l'après-midi, j'ai reçu l'appel que je savais qu'il arriverait tôt ou tard. « Papa » a dit la voix à l'autre bout du fil. C'était elle. « Je n'ai pas le droit de te parler » a-t-elle continué. « Mais j'ai demandé cet appel juste pour que tu saches quelque chose. »« Parle » ai-je répondu, la poitrine serrée. Tout ça a échappé à tout contrôle. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. C'est allé aussi loin parce que tu l'as poussé, ai-je répondu. Chaque jour. Elle est restée silencieuse quelques secondes. Maman m'a toujours protégé plus qu'elle n'aurait dû, a-t-elle dit. Elle m'a toujours tout pardonné et je m'y suis habitué. Et quand elle a cessé de le faire, tu l'as frappée. Ma fille a pleuré à l'autre bout du téléphone. Je ne voulais pas lui faire de mal. Le mal ne se fait pas toujours avec intention, lui ai-je dit. Parfois, il se fait par ambition, par égoïsme, par le fait de se croire au-dessus des autres. Est-ce que tu me détestes, a-t-elle demandé. La question m'a transpercé comme un couteau. Non, ai-je répondu d'une voix rauque, mais je ne peux plus te protéger des conséquences de tes actes. Elle a raccroché sans rien dire de plus. Je suis resté à regarder le téléphone, éteint, pendant un long moment. Ma femme m'observait depuis la porte. C'était elle, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Elle a dit qu'elle n'a jamais voulu que ça aille aussi loin. Ma femme a fermé les yeux. Je ne voulais pas que ça arrive non plus, a-t-elle murmuré, mais c'est arrivé. Cette nuit-là, je l'ai remise au lit. Je suis resté éveillé à ses côtés, lui tenant la main comme quelqu'un qui prend soin d'une personne qui vient de sortir d'un naufrage et qui n'ose pas encore croire que la terre ferme est réelle. 2 jours plus tard, on nous a appelés du tribunal. Il y avait une date d'audience préliminaire. Nous devions nous présenter. Le trajet jusqu'au tribunal était silencieux. Les rues semblaient différentes. Tout semblait différent. Dans le bâtiment, l'atmosphère était froide, impersonnelle, comme si la justice avait besoin de distance pour agir. Ma fille a été amenée menottée. Quand je l'ai vue, quelque chose en moi s'est brisé. Son visage était pâle, les yeux gonflés, les mains tremblantes. Ce n'était plus la femme sûre d'elle qui frappait sa mère. C'était une accusée, faisant face pour la première fois aux conséquences réelles de ses actes. Nos regards se sont croisés. Elle a baissé les yeux. L'audience a été dure. Les preuves ont été présentées. L'enregistrement a été diffusé devant tout le monde. Ma femme a serré mes doigts très fort, tremblante. Quand cette scène dans la cuisine est apparue à l'écran, plusieurs dans la salle ont baissé les yeux. Ma fille sanglotait en silence. Le juge a été clair. Il y avait suffisamment d'éléments pour l'inculper formellement. La détention provisoire a été décrétée pendant la poursuite de l'enquête. Le son du marteau a scellé un instant que je n'oublierai jamais. Ma femme a fondu en larmes. J'ai senti un vide immense. Ce n'était pas du soulagement. Ce n'était pas une victoire. C'était la confirmation d'une tragédie irréversible. En sortant du tribunal, ma femme s'est arrêtée sur le trottoir. Elle a pris une profonde inspiration. Elle ne peut plus nous toucher, a-t-elle dit finalement. Pour la première fois depuis longtemps, je sens que je peux respirer. Je l'ai prise dans mes bras. Moi aussi. Mais à l'intérieur, je savais que le plus difficile restait à faire. Apprendre à vivre avec la blessure que l'amour laisse quand il devient une arme. Et cet apprentissage ne faisait que commencer. Les jours qui ont suivi l'audience étaient étranges, comme si le temps avait changé de rythme. Ma femme se réveillait en sursaut au milieu de la nuit, croyant entendre la voix de notre fille dans la maison. Je me levai immédiatement. J'allumais les lumières, vérifiais chaque recoin. Tout était toujours silencieux. Mais la peur, quand elle a vécu trop longtemps à l'intérieur d'une personne, ne part pas si facilement. Nous avons reçu des visites que nous n'avions jamais imaginées, des frères, des cousins, de vieilles connaissances. Certains venaient nous soutenir, d'autres étaient mus par la curiosité. J'ai appris à reconnaître rapidement qui arrivait avec un cœur ouvert et qui ne cherchait qu'à nourrir sa curiosité morbide. Ces derniers, je les congédiais avec politesse et fermeté. Nous avions déjà été trop exposés. L'avocat nous a appelés le 3e jour.
L'enquête avançait rapidement. Ils avaient trouvé des tentatives de virement bancaire, des demandes de prêt à notre nom et des contacts antérieurs de ma fille avec un directeur de banque corrompu. Ce n'était plus seulement un cas de violence familiale. C'était un réseau de tromperie qui avait été tissé pendant des mois. Ce n'était pas impulsif, nous a dit l'avocat. Elle a tout planifié avec beaucoup de temps et d'anticipation. Ma femme écoutait, les lèvres pincées. Je voyais comment chaque mot la frappait comme une vérité qu'elle n'était pas encore prête à assimiler complètement. Et maintenant, que va-t-il se passer, a-t-elle demandé d'une voix tremblante. Maintenant, le procès formel commence, a-t-il répondu. Il y aura des audiences, des témoins, des expertises psychologiques. Vous devrez témoigner. Ma femme a frémi. Je ne veux plus la voir. Vous ne la verrez pas directement si vous ne le souhaitez pas, l'a-t-il rassuré. La loi vous protège. Cette nuit-là, pendant que nous dînions en silence, ma femme a fondu en larmes soudainement. Je rêve encore d'elle quand elle était enfant, m'a-t-elle dit. Je la vois petite, avec le ruban rouge dans les cheveux, courant dans le patio. Et puis je me réveille et je me souviens de tout, et je sens que mon cœur ne peut pas supporter autant. Je lui ai pris doucement le visage. Personne ne peut cesser d'aimer du jour au lendemain, ai-je répondu. L'amour ne disparaît pas par décret, mais cela ne signifie pas que nous devons permettre à cet amour de nous détruire. Elle a fermé les yeux et a posé son front sur ma poitrine. J'ai peur d'avoir créé un monstre. Non, lui ai-je dit, tu as créé une fille. Ce qu'elle est devenue plus tard, c'était son choix. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre appel de la prison. C'était de nouveau notre fille. J'ai hésité quelques secondes avant de répondre. Finalement, je l'ai fait. Papa, a-t-elle dit d'une voix sourde que je reconnaissais à peine. Maman, comment va-t-elle? Elle est vivante, ai-je répondu. C'est déjà beaucoup dire. Il y eut un sanglot de l'autre côté. Je n'ai jamais voulu la tuer. Mais tu l'as brisée à l'intérieur, lui ai-je dit, et ça aussi, ça laisse des blessures qui parfois ne guérissent pas, elle est restée silencieuse. Papa, j'ai peur, a-t-elle murmuré. Ici, tout est différent. Tout est sombre. Je n'appartiens pas à cet endroit. Tu n'appartenais pas non plus à l'endroit où tu étais, ai-je répondu avec tristesse. Tu t'en es éloigné toi-même. Vont-ils me condamner? C'est un juge qui le décidera, ai-je dit. Pas moi. Maman dira-t-elle quelque chose contre moi? J'ai regardé ma femme qui écoutait depuis l'autre pièce sans dire un mot. Maman dira la vérité, ai-je répondu. Et la vérité, ma fille, cette fois, n'est pas de ton côté. L'appel s'est coupé sur un long sanglot. Je suis resté à regarder le téléphone, avec la sensation amère d'avoir définitivement enterré quelque chose qui ne pouvait plus être sauvé. Une semaine plus tard est arrivé le jour de notre déclaration. Le juge nous a reçus dans une petite salle sobre. Ma femme était pâle, nerveuse, mais ferme. Je suis resté à ses côtés, lui tenant la main. Quand on lui a demandé de raconter ce qui s'était passé, sa voix a d'abord tremblé. Puis elle est devenue plus ferme. Elle a raconté chaque coup, chaque menace, chaque signature forcée. Elle a parlé de la peur, des nuits blanches, des humiliations. Elle a parlé de notre propre maison transformée en une prison silencieuse. Je ne l'avais jamais entendue parler avec une telle clarté. Quand elle a fini, le juge est resté silencieux quelques secondes. Ce que vous avez vécu est très grave, a-t-il dit finalement. Et je vous assure que cela sera pris en compte avec tout le poids de la loi. Ma femme a fondu en larmes, mais cette fois, pas de peur. Elle pleurait de dignité retrouvée. En sortant du tribunal, quelques journalistes attendaient. J'ai mis mon corps devant elle, la protégeant des caméras, comme je l'avais fait tant de fois dans notre vie contre d'autres dangers plus simples. Ma femme a besoin de paix, pas d'attention, ai-je dit fermement. Respectez cela. Nous sommes partis en silence. Avec le passage des jours, des réactions ont commencé à arriver de personnes que je n'aurais jamais imaginé prendraient parti. Certaines tantes ont défendu notre fille, disant que nous exagérions, que la pression l'avait poussée à faire des erreurs, que toutes les familles ont des problèmes. Mais d'autres, beaucoup plus nombreux, nous ont soutenus, des voisins, des amis de longue date, des gens qui avaient remarqué des changements chez ma femme et n'avaient jamais osé demander. Mon frère est resté plusieurs jours avec nous. Il nous a aidés à organiser les papiers, à bloquer les comptes, à annuler les faux documents. Peu à peu,
la sensation de menace s'estompait. La maison recommençait à ressembler lentement à un foyer. Jusqu'à ce qu'un après-midi, une lettre du tribunal arrive. Ma femme m'a regardé nerveusement en la voyant. « Ouvre-la » m'a-t-elle demandé. Je l'ai fait avec des mains fermes. C'était la demande formelle de témoignage élargi. Notre fille avait décidé de se défendre, alléguant que ma femme était psychologiquement altérée et que je l'avais manipulée pour me venger de vieilles rancunes. Ma femme a porté la main à sa poitrine. « Tu vois » a-t-elle murmuré. « Elle veut toujours nous détruire. » Je l'ai serré fort. « Elle ne le peut plus » lui ai-je dit. Maintenant, c'est la vérité qui parle, et la vérité n'a pas besoin de crier pour s'imposer. Le procès a commencé des semaines plus tard. Nous avons témoigné. Les experts ont parlé. Les preuves ont été montrées encore et encore. Ma fille, depuis le banc des accusés, évitait de nous regarder. Quand elle le faisait, c'était seulement pour me lancer un regard plein de reproches. Je l'ai soutenue sans ciller, car elle ne pouvait plus me faire de mal. Quelques jours plus tard, la résolution provisoire est arrivée. Détention préventive prolongée pour risque de fuite et embargo préventif de tout document qu'elle avait réussi à faire signer frauduleusement. Ma femme s'est effondrée sur le canapé en entendant la nouvelle. « Elle ne peut plus rien nous prendre » a-t-elle murmuré. « Elle ne l'a jamais pu » ai-je répondu. Elle a seulement cru qu'elle le pouvait. Cette nuit-là, nous avons dîné au calme pour la première fois depuis longtemps. La maison était silencieuse, mais ce n'était plus un silence de peur. C'était un silence de fatigue, de deuil et d'acceptation d'une réalité que nous n'avions jamais imaginé vivre. Avant de dormir, ma femme m'a pris la main. « Si je devais renaître, » m'a-t-elle dit, « je ferais tout différemment, sauf une chose. » « Quelle chose ? » « Te choisir à nouveau. » Mes yeux se sont embués, car bien que notre famille ait été brisée par la trahison du sang, l'amour entre nous deux était toujours intact, et cela, au milieu de tant de ténèbres, restait une petite victoire. Le jour où la sentence finale a été prononcée, le ciel était gris, comme s'il hésitait lui aussi à se montrer lumineux avant ce qui allait se produire. Ma femme s'est levée tôt, en silence, avec des mouvements lents, comme si son corps savait que ce jour marquerait une fin sans retour en arrière. Je la regardais depuis la porte de la chambre, essayant de ne pas montrer la tempête que je portais en moi. Nous avions attendu ce moment pendant des semaines. Mais être proche de quelque chose ne le rend pas plus léger. Parfois, cela le rend encore plus lourd. Nous nous sommes préparés sans presque dire un mot. Je lui ai servi du café. Elle l'a à peine goûté. En sortant de la maison, elle a jeté un dernier regard vers l'intérieur, comme si elle craignait de ne pas se reconnaître dans cet endroit après ce qui allait arriver. Je lui ai serré la main très fort. Nous n'avions pas besoin de parler pour savoir que nous ressentions tous les deux la même chose. La peur, la culpabilité, la tristesse et un petit espoir de paix. Le tribunal était plein. L'air était tendu, chargé de chuchotements. Quand nous sommes entrés dans la salle, mon cœur s'est mis à battre dans ma poitrine avec une force qui m'a fait craindre pour mes propres battements. Ma fille était déjà là, vêtue de vêtements sobres, les cheveux attachés, le visage pâle. Elle ne ressemblait pas à la même femme qui avait crié, menacé et frappé, mais je savais que ce n'était qu'un autre de ses masques. J'ai évité de la regarder. Ma femme, elle, n'a pas pu. Quand leurs regards se sont croisés, j'ai vu son corps frémir. Je l'ai serrée par les épaules, ne lui permettant pas de reculer. Elle devait être là, non pas comme une victime silencieuse, mais comme une femme qui avait décidé d'affronter sa vérité. Le juge a parlé d'un ton ferme. Les charges ont été lues. Violence domestique, coercition, falsification de documents, tentative de spoliation de biens. Chaque mot était comme un marteau tombant sur une histoire qui n'aurait jamais dû être écrite ainsi. Puis on a donné la parole à ma fille. Elle s'est levée, les mains tremblantes. Sa voix, au début, n'était qu'un murmure. Elle a tenté de se justifier. Elle a parlé de stress, de problèmes économiques, de se sentir seule, d'avoir porté trop de responsabilités. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu faire de mal à sa mère, que ça lui avait juste échappé. J'ai tout écouté sans l'interrompre. Une partie de moi voulait crier qu'elle mentait. Une autre partie, beaucoup plus fatiguée, voulait juste en finir. Quand ce fut le tour de ma femme de parler, le temps sembla s'arrêter. Elle s'avança lentement vers l'avant. J'ai senti sa main trembler dans la mienne avant de la lâcher. J'ai cru qu'elle ne pourrait pas le faire. J'ai cru qu'elle allait craquer,
mais non. Elle a levé la tête et a parlé d'une voix faible, certes, mais claire, ferme. Chaque mot était une déclaration de dignité. Elle a tout raconté, de la première poussée à la dernière menace. Du moment où elle a été laissée seule à la terreur de signer sans comprendre. Elle n'a rien enjolivé. Elle n'a pas exagéré. Elle a juste dit la vérité. Et la vérité, quand elle est enfin prononcée, pèse comme un roc. J'ai témoigné après. J'ai parlé de l'enregistrement, des documents, de la façon dont j'ai vu ma propre fille forcer sa mère à signer quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Chaque mot me coûtait la vie. Mais je savais que je devais le dire avec sérénité, car la justice n'a pas besoin de rage. Elle a besoin de faits. Le juge a demandé une suspension de séance. Le silence dans la salle était brutal. On entendait la respiration nerveuse de ceux qui attendaient. Ma femme n'arrêtait pas de serrer un petit chapelet entre ses doigts. Je regardais le sol, essayant de ne pas tomber dans l'abîme des souvenirs. Quand le juge est revenu, nous nous sommes tous levés. J'ai ressenti un étrange vertige, comme si tout mon corps rejetait cet instant. Puis j'ai entendu les mots qui allaient changer nos vies pour toujours. Ma fille a été déclarée coupable. Coupable de violence, coupable de coercition, coupable de fraude. La sentence comprenait une peine de prison ferme et l'annulation de tous les documents signés sous pression. Ma femme a laissé échapper un gémissement. Je l'ai tenue par la taille pour qu'elle ne tombe pas. Ma fille a pleuré, non pas de rage, mais de désespoir. Pour la première fois, ses pleurs n'étaient plus un outil. C'était la défaite. Quand ils l'ont emmenée, elle a croisé son regard avec le mien une dernière fois. Dans ses yeux, il n'y avait plus de haine ni de défi, seulement une question muette à laquelle je ne savais ni ne voulais répondre. La porte s'est refermée derrière elle avec un bruit sec qui a résonné dans ma poitrine comme un coup de tonnerre. En sortant du tribunal, ma femme a pris une profonde inspiration. L'air semblait différent, moins lourd, plus réel. « C'est fini » a-t-elle murmuré. « Oui » ai-je répondu. « C'est fini. » Mais ce n'était pas une fin heureuse. C'était une fin nécessaire. Et parfois, la vie ne nous offre que cela. Les jours suivants ont été étranges. La maison était calme, mais d'un calme fait d'absence. La chambre de notre fille est restée fermée. Personne n'osait y entrer. Finalement, un après-midi, ma femme m'a demandé de le faire ensemble. Nous avons ouvert la porte. Tout était resté pareil. Le lit fait, ses vêtements dans l'armoire, ses objets sur les étagères. C'était comme un sanctuaire de quelqu'un qui n'appartenait plus à ce foyer. Ma femme s'est assise sur le lit et a porté les mains à son visage. Elle a pleuré en silence. Je suis resté debout, ne sachant que faire. Il n'y a pas de manuel pour fermer la porte du cœur à un enfant. Avec le temps, nous avons commencé à nous reconstruire. Ma femme a commencé une thérapie. Elle a recommencé à dormir sans sursaut. Elle s'est mise à marcher dans le jardin, à arroser les plantes, à parler sans peur. Je la regardais avec un mélange de joie et de tristesse. Je la voyais renaître, et en même temps, je voyais l'ombre de notre fille dans chaque geste. Un après-midi, alors que nous prenions un café sous le soleil, ma femme m'a regardé et a dit, « Si tu n'étais pas arrivé ce jour-là, je ne serais pas là. » Je lui ai serré la main très fort. « Si tu n'avais pas eu le courage de parler, je serais encore aveugle. » Nous nous sommes regardés en silence. Deux personnes âgées qui avaient traversé la plus grande tragédie de leur vie, causée par quelqu'un qu'ils aimaient de toute leur âme. J'ai su alors que le véritable amour n'est pas naïf. Que aimer, ce n'est pas tout permettre. Que parfois, pour sauver ceux que l'on aime, il faut le faire même de celui qui leur fait le plus de mal. Même si cette personne porte votre propre sang. Ma femme a souri faiblement. Maintenant, je veux juste vivre en paix, a-t-elle dit. Et tu l'auras, ai-je répondu, bien que nous ne soyons plus les mêmes qu'avant, car nous ne l'avons plus jamais été. Le prix de voir la vérité a été élevé. Nous avons perdu une fille. Nous avons perdu une illusion. Nous avons perdu l'idée d'une famille parfaite. Mais nous n'avons pas perdu le plus important, la vie, la dignité et la lumière qu'il nous restait encore. Et c'est ainsi que dans ce petit jardin où nous avions si souvent ri tous les trois, ma femme et moi avons compris que l'amour, quand il cesse d'être aveugle, fait mal, mais libère aussi. Quelques mois ont passé depuis ce jour au tribunal. Aujourd'hui, la maison sent à nouveau le café le matin et le pain fraîchement grillé.
Ma femme marche plus droite, dort sans sursaut et parfois, elle fredonne même de vieilles chansons en arrosant les plantes du jardin. Je l'observe en silence, remerciant chaque petit geste que nous considérions comme acquis auparavant. Ça n'a pas été facile. Aucune blessure qui porte le nom d'un enfant ne guérit rapidement. Il y a des jours où elle reste à regarder par la fenêtre, les yeux perdus, et je sais exactement à qui elle pense. Dans ces moments-là, je ne dis rien. Je m'approche simplement et je lui prends la main. Nous avons déjà appris qu'il y a des douleurs qui ne se guérissent pas avec des mots, mais avec une présence. Notre fille purge sa peine. Nous ne l'avons pas revue. Parfois, je me demande si un jour je pourrai la regarder sans que le passé ne me transperce la poitrine. Je ne le sais pas, ni si elle comprendra un jour tout le mal qu'elle a causé. La seule chose que je sais, c'est que j'ai fait ce que je devais faire en tant que mari et en tant qu'homme. Aujourd'hui, nous vivons avec moins de peur et avec plus de vérité. Et bien que nous ayons perdu quelque chose d'irrécupérable, nous avons aussi sauvé quelque chose de bien plus précieux. Nos vies et notre dignité. Si cette histoire vous a touché, je veux que vous sachiez quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour dire « ça suffit ». Il n'est jamais trop tard pour protéger ceux que vous aimez. Et il n'est jamais trop tard pour affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Je suis William et c'était mon histoire. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à nous accompagner avec d'autres histoires réelles et touchantes. Aimez cette vidéo si cette histoire a touché votre cœur. Laissez-nous un commentaire nous disant ce que vous avez pensé de cette histoire, ce que vous auriez fait à ma place et de quelle ville vous nous regardez. Je lis chaque message. Votre soutien nous donne la force de continuer à raconter des histoires qui comptent. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir écouté. Merci de ne pas avoir détourné le regard.